L'histoire est parsemée de projets titanesques, de ces idées si audacieuses qu'elles semblent être un cadeau de la nature, une invitation à accomplir l'extraordinaire. Souvent, l'enthousiasme initial est immense, mais il s'étouffe face à une réalité écrasante. La tâche est tout simplement trop monumentale, trop complexe. Pourtant, la promesse de ces rêves est si forte qu'elle ne meurt jamais vraiment. Elle sommeille, attendant son heure. Et puis, un jour, la technologie ou la volonté rattrape la vision et l'impossible devient une évidence. Le projet de remplir la dépression de Qattara au cœur du désert égyptien avec les eaux de la Méditerranée pourrait bien être l'un de ces rêves sur le point de s'éveiller. Voilà plus d'un siècle que cette idée hante l'imaginaire des ingénieurs et des visionnaires, maintes fois étudiée, maintes fois repoussée par des défis techniques jugés insurmontables. Mais le vent semble tourner. Des murmures insistants suggèrent que le gouvernement égyptien a de nouveau sorti les cartes, confiant à de grands bureaux d'études la mission de réévaluer la faisabilité d'un rêve que l'on croyait enterré sous les sables du temps. Ce mirage de longue date est-il sur le point de devenir une oasis? Entrons dans le vif du sujet. Il faut d'abord dissiper un fantasme. Il ne s'agit pas d'inonder le Sahara pour en faire un nouveau jardin d'Éden. Le désert est une immensité plus vaste que l'Australie, une étendue de dunes et de roches que nos technologies actuelles ne sauraient dompter. Le projet concerne une zone bien précise, la dépression de Qattara. Avec ses 19 000 km², sa superficie est comparable à celle du lac Ontario. Mais là où le grand lac américain scintille de vie, Qattara n'est qu'un vide aride et silencieux. C'est un immense amphithéâtre naturel creusé dans la terre, dont le point le plus bas plonge à 133 mètres sous le niveau de la mer. En observant cette cuvette géante, une question s'est imposée. Et si on la remplissait? La mer Méditerranée n'est qu'à une distance variant de 55 à 80 km, une distance dérisoire sur une carte, mais un monde à part sur le terrain, un monde de sable et de pierre. Pour corser le tout, le plateau calcaire de Marmarik se dresse comme une muraille naturelle entre la dépression et la mer. On ne sait qui, le premier, a eu cette illumination, mais c'est le géologue allemand Albrecht Penck qui, en 1916, lui donna une justification économique. Il imagina un canal acheminant l'eau et, grâce au dénivelé, une cascade de centrales hydroélectriques. Mais en pleine Première Guerre mondiale, son idée passa inaperçue. Elle refait surface en 1927, portée par l'ingénieur britannique John Ball. Mandaté par l'Égypte, il cartographie la dépression et publie ses travaux, ranimant la flamme. Ball envisageait un cycle vertueux. L'eau de la mer se déverserait dans la dépression, s'évaporerait sous le soleil implacable, formerait des coulades, puis retomberait en pluie sur le bassin méditerranéen, créant ainsi une source d'énergie perpétuelle. Une vision séduisante, mais fondée sur des calculs hydrologiques un peu trop optimistes. Cette idée d'un moteur quasi perpétuel inspira Friedrich Bassler. Il comprit que sous la chaleur du désert, l'évaporation serait si intense que le lac n'atteindrait jamais son plein potentiel. Il fallait donc un apport massif d'eau pendant une décennie pour amener le niveau à une cote de moins 60 mètres par rapport à la mer. À ce stade, selon lui, un équilibre serait atteint entre l'afflux et l'évaporation, permettant une exploitation durable. Honnêtement, cette notion d'équilibre semble fragile, tant les variables sont nombreuses. Comment calculer avec précision l'évaporation ou les pertes le long d'un canal de plusieurs dizaines de kilomètres? Et surtout, comment franchir le plateau rocheux, creuser un canal à ciel ouvert ou un tunnel? Les deux options s'annonçaient pharaoniques. Face à cet obstacle, Bassler aurait proposé une solution d'une brutalité inouïe, digne de l'ère atomique naissante. Forer des puits et y loger une série de bombes nucléaires d'une puissance allant jusqu'à 1,5 mégatonnes chacune. Une explosion simultanée créerait un canal parfait en quelques secondes. Évidemment, le plan fut rejeté. Une seule carte montrant la dispersion radioactive prévue, contaminant l'Égypte, ses voisins et le sud de l'Europe, suffit à enterrer cette folie. On aurait pu croire le projet Qattara mort et enterré avec les délires nucléaires de Bassler. Mais le monde a changé. La population égyptienne a explosé, passant de 26 millions d'habitants en 1960 à près de 118 millions en 2025, avec une projection à 160 millions d'ici 2050.
cette démographie galopante s'accompagne d'une soif intintissable d'électricité. Les barrages sur le Nil, comme celui d'Assouan, ne fournissent plus que 7 à 10% des besoins. Le reste, près de 80%, dépend du gaz naturel, une ressource fossile que l'Égypte doit de plus en plus importer. Pire, le débit du Nil lui-même est menacé. En amont, l'Éthiopie a construit un barrage colossal et rempli son réservoir, contrôlant de fait le volume d'eau qui parvient en Égypte. Acculé, le gouvernement égyptien a dû faire un choix, regarder à nouveau vers le désert, vers le vieux rêve de Ball et Basler. Les entreprises qui planchent aujourd'hui sur le projet font face au même dilemme, canal ou tunnel. Le canal, large de 40 à 120 mètres et profond d'une trentaine de mètres, serait une saignée à travers le désert. Il faudrait dynamiter la côte calcaire, excaver des millions de tonnes de terre et de roches, puis consolider les parois avec du béton, des filets et des géomembranes étanches. Mais les inconvénients sont majeurs. Un canal à ciel ouvert sous le soleil du Sahara serait une folie en termes d'évaporation, une perte d'eau et d'argent colossale. Plus grave, l'intense évaporation saliniserait les terres alentours, créant des croûtes de sel stériles. Une brèche dans le canal pourrait provoquer des inondations catastrophiques. Enfin, cette barrière artificielle sectionnerait les routes migratoires ancestrales de la faune du désert. Le tunnel, à l'inverse, serait presque invisible. Creusé entre 50 et 150 mètres sous la surface, il n'aurait quasiment aucun impact sur l'environnement, le climat local ou la faune. Pas de risque d'inondation et surtout, pas une seule goutte d'eau perdue par évaporation. Les chats des sables pourraient continuer leur pérégrination sans se mouiller les pattes, un détail qui a son importance. Pour faire passer un tel volume d'eau, le tunnel devrait avoir un diamètre de 10 à 20 mètres. C'est là qu'intervient la véritable révolution. Les tunneliers de dernière génération, ou TBM, Tunnel Boring Machines, ces titans d'acier capables de forer des galeries de ce diamètre à une vitesse industrielle, n'existaient pas à l'époque de Ball et Basler. Pour eux, un tunnel de 75 km sous le Sahara était de la pure science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité technique. Ces machines peuvent avancer de 15 à 40 mètres par jour en sol tendre, et même s'il faut toujours recourir aux explosifs pour la roche dure, la progression reste possible. Certes, le coût estimé, entre 20 et 40 milliards de dollars, est peut-être le double de celui d'un canal, mais les avantages sont si écrasants que l'option devient compétitive. Le choix est cornélien, mais la récompense est à la hauteur du défi. Imaginez, sur la carte de l'Égypte, une nouvelle mer intérieure, d'un bleu profond, là où il n'y avait qu'un désert inhospitalier. Sur ses rives naîtraient des ports, des villes, des stations balnéaires, des champs de blé ondulés sous la brise marine, irrigués par l'eau dessalée. Une industrie de la pêche florissante verrait le jour. Le climat local s'adoucirait. Les centrales hydroélectriques, installées le long du tunnel, fourniraient une énergie propre et abondante, alimentant de nouveaux pôles industriels et agricoles, créant des dizaines de milliers d'emplois. Si ce projet se réalise, il ne s'agira pas seulement d'un triomphe de l'ingénierie. Ce sera l'un des plus grands exploits de l'histoire humaine, la preuve que les rêves les plus fous peuvent remodeler le monde, et peut-être le prélude à des aventures encore plus extraordinaires.